Parfois, la vie nous brise d'une manière si complète que l'on pense ne jamais pouvoir recoller les morceaux. On s'enferme dans le passé, on construit des murs autour de son cœur, et chaque jour devient une simple répétition du précédent. L'histoire que vous allez entendre est celle d'une femme qui vivait dans l'ombre de son chagrin, mais elle est aussi la preuve que même dans l'obscurité la plus profonde, une rencontre inattendue peut rallumer une lumière et changer un destin. Accrochez-vous, car ce récit sur la perte et la reconstruction vous touchera au plus profond de l'âme. Élodie avait 43 ans, mais elle se sentait plus vieille que les pierres du vieux lion. 5 années s'étaient écoulées depuis le jour où son monde s'était effondré. 5 années depuis que son fils, Mathieu, avait été emporté par les eaux glaciales d'un lac de montagne lors d'une randonnée avec son club. Il avait 16 ans, un athlète brillant, un garçon solaire promis à un avenir radieux. Aujourd'hui, il n'était qu'un visage souriant sur une pierre froide au cimetière de Loyasse. Son mari, Marc, n'avait pas supporté le poids de leur chagrin partagé. Il était parti, quelques mois après les funérailles, la laissant seule dans leur appartement devenu un mausolée. Élodie s'était elle-même murée, vivante. Elle avait quitté son poste commercial pour un emploi isolé aux archives, où elle ne parlait à personne. Sa vie était une routine millimétrée, conçue pour éviter toute pensée, toute émotion. Mais le chagrin est une marée. Et ce jour-là, la vague était sur le point de tout submerger. La porte de la chambre de Mathieu grinça doucement. Élodie entra, retenant sa respiration comme à chaque fois, de peur de déranger l'air immobile. Rien n'avait bougé en 5 ans. Ses manuels scolaires étaient empilés sur le bureau, une veste en jean jetée sur le dossier de la chaise, une collection de petites voitures méticuleusement alignées sur une étagère, une capsule temporelle de l'adolescence. La poussière s'était déposée comme un linceul doux, un linceul qu'Élodie n'osait troubler que du bout d'un chiffon, une fois par semaine. Aujourd'hui, une impulsion étrange la poussa à faire plus, une envie de trier, de jeter, de briser le sortilège. Peut-être que si elle effaçait une partie de lui, la douleur s'estomperait. Ses mains tremblaient en attrapant une pile de cahiers. L'odeur de papier et de crayon à mine lui sauta à la gorge, un parfum de devoirs du soir et de futurs anéantis. C'était une profanation, une trahison. Chaque objet était une relique sacrée, et elle était une pilleuse de tombes dans le sanctuaire de son propre fils. En soulevant une pile de livres de science-fiction, une petite carte aux couleurs vives glissa et tomba sur le parquet avec un bruit feutré. Le cœur d'Élodie manqua un battement. Elle la ramassa. C'était une carte de fête des mères, probablement achetée en avance et oubliée. L'écriture large et un peu maladroite de Mathieu couvrait l'intérieur. « Maman, je t'aime ». 3 mots. Une détonation silencieuse dans le calme de la pièce. L'air fut chassé de ses poumons. La douleur, qu'elle croyait connaître par cœur, la frappa avec une violence inédite, fraîche et sauvage. Elle porta la carte à sa poitrine, le carton se froissant sous la force de ses doigts. Une vague de vertige la submergea. Ses genoux cédèrent, et elle glissa le long du mur, s'effondrant sur le sol. Le cri qu'elle retenait depuis 5 ans remonta, mais aucun son ne sortit. Seul un hoquet sec, un spasme de pure agonie. Elle était de retour au premier jour, au moment où le gendarme avait sonné à sa porte, le visage grave. Le temps n'avait rien guéri, il n'avait fait que mettre une fine couche de glace sur un volcan enragé. La mémoire, cette tortionnaire impitoyable, la ramena à leur dernière matinée ensemble. Mathieu, plein d'énergie, chargeait son sac à dos immense dans l'entrée. Le bruit du matériel de camping qui s'entrechoquait résonnait encore dans ses oreilles. Une randonnée de 2 semaines dans les Alpes. Élodie sentait une angoisse irrationnelle lui serrer la gorge. « Tu as bien pris des chaussettes de rechange ? Et la trousse de secours ?» avait-elle demandé, sa voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Mathieu avait levé les yeux au ciel, un mélange d'affection et d'exaspération d'adolescent. « Maman, ce n'est pas ma première rando. Monsieur Dubois est avec nous. Arrête de t'inquiéter, tu vas te rendre malade. » Il essayait de la rassurer, mais elle sentait qu'il bridait son impatience. « 2 semaines, c'est long, mon chéri, très long. »
Elle avait tenté de plaisanter pour masquer sa peur. « Promets-moi d'être prudent. » Il l'avait serrée dans ses bras, une étreinte rapide et forte. « Promis. On se revoit dans 2 semaines, et tu te moqueras de toi-même d'avoir autant stressé. » Ce fut leur dernier contact, l'odeur de son déodorant, la texture de son sweatshirt sous ses doigts, des détails gravés au fer rouge dans son esprit. Pendant la première semaine, son anxiété s'était presque calmée. Les appels quotidiens de Mathieu, sa voix joyeuse décrivant les paysages grandioses et les blagues avec ses amis avaient agi comme un baume. Mais au début de la 2e semaine, une nuit, elle se réveilla en sursaut. Elle s'était assise dans son lit, le cœur battant à tout rompre, le prénom de son fils sur les lèvres, Mathieu. Un cauchemar, sans doute, mais elle ne se souvenait d'aucune image, seulement d'un sentiment de chute, de froid absolu. Elle avait regardé l'heure, 3 heures du matin, trop tôt pour appeler. Elle avait arpenté l'appartement, une bête en cage, essayant de rationaliser sa panique. C'était stupide. Il dormait sous une tente en pleine nature, heureux, mais le sentiment de danger était physique, une main glacée posée sur sa nuque. Incapable de tenir, elle avait attrapé son téléphone, ses doigts tremblants composant le numéro. La sonnerie interminable avait été suivie par la voix mécanique du répondeur. « L'abonné que vous cherchez n'est pas disponible. » Elle avait essayé le portable de son responsable, M. Dubois. Même silence. Le jour se leva sur sa terreur grandissante. Le reste de la matinée fut un brouillard de panique et d'appels répétés. Chaque sonnerie, sans réponse, était un tour de plus dans la spirale de l'angoisse. Elle se disait qu'ils étaient dans une zone sans réseau, que les batteries étaient à plat. Des explications logiques qui ne pesaient rien face à son instinct maternel hurlant que quelque chose de terrible était arrivé. Vers midi, le téléphone sonna enfin. Ce n'était pas Mathieu. C'était la voix brisée et méconnaissable de M. Dubois. Les mots étaient sortis, hachés, confus. Accident, lac, hydrocution, au lever du soleil. Nous ne savons pas pourquoi. Il est parti nager seul. Élodie, je suis tellement désolée. Le monde d'Élodie avait cessé de tourner. Le téléphone lui avait glissé des mains. Elle ne se souvenait pas d'avoir crié, mais ses voisins lui dirent plus tard qu'ils avaient cru à un meurtre. C'était bien un meurtre. Le meurtre de sa vie, de son avenir, de son identité même. Elle n'était plus une mère, elle n'était plus rien. Le reste n'était qu'un flou de médecins, de calmants et de la silhouette effondrée de son mari, Marc, qui la regardait comme si elle était une étrangère. Le chagrin, loin de les souder, avait creusé un abîme entre Marc et elle. Il la blâmait, pas avec des mots, mais avec des silences accusateurs, des regards qui disaient « c'est toi qui l'as encouragé pour ce club de randonnée ». Il avait besoin d'un coupable, et elle était la cible la plus proche. Elle, de son côté, s'enfermait dans une culpabilité tout aussi féroce. Pourquoi ne l'avait-elle pas empêché de partir? Pourquoi n'avait-elle pas écouté son pressentiment? Ils vivaient comme 2 fantômes dans l'appartement, évitant de se croiser, de se toucher. La douleur de l'un ravivait celle de l'autre. Quelques mois après, il avait fait ses valises. « Je ne peux plus, Élodie, ce sera mieux comme ça. » Il n'y avait eu ni larmes, ni supplications, juste un vide encore plus grand. Elle s'était retrouvée seule avec le silence, les souvenirs et la présence écrasante de l'absence de Mathieu. Les amis avaient bien tenté de la soutenir au début, mais son chagrin était une forteresse impénétrable. Elle ne voulait pas de leur pitié. Lentement, il s'était éloigné, la laissant à son isolement volontaire. Son travail était devenu un autre champ de bataille. Elle était commerciale dans une entreprise de matériel de bureau, un métier qui exigeait du contact, de l'entrain. Comment sourire à un client quand on a le cœur en cendres? Les conversations anodines de ses collègues sur les vacances ou les bulletins scolaires de leurs enfants étaient des tortures. Chaque rire dans l'open space résonnait comme une insulte. Elle sentait leurs regards gênés, leur malaise. Elle était devenue le spectre du malheur, un rappel constant que la vie pouvait basculer en un instant. Un jour, n'y tenant plus, elle était allée voir son directeur, M. Bernard. « Je voudrais changer de poste. Mettez-moi n'importe où, mais loin des gens. » Il avait tenté de la raisonner, parlant de soutien, de ne pas s'isoler. Mais il avait vu la détermination morte dans ses yeux. Il l'avait mutée au service des archives, au sous-sol.
une petite pièce sans fenêtre, remplie de boîtes en carton et de l'odeur de vieux papier. Pour Élodie, c'était un soulagement, un tombeau parfait pour une morte vivante. Assise sur le sol froid de la chambre de son fils, la carte toujours serrée dans sa main, Élodie réalisa l'étendue de son échec. 5 ans à se cacher, à survivre mais pas à vivre. Et pourquoi? Pour rien. La douleur était intacte. Soudain, une nouvelle vague de désespoir la submergea. La veille, M. Bernard l'avait convoquée, l'entreprise restructurée. Son poste d'archiviste créé sur mesure pour elle allait être supprimé. Elle avait sa lettre de licenciement dans son sac. La dernière amarre qui la rattachait à une forme de normalité venait de lâcher. Elle n'avait plus de fils, plus de mari, et maintenant plus de travail, plus rien. Un sentiment de vide absolu s'empara d'elle. À quoi bon continuer? Pour qui? Pourquoi? Elle pensa à son fils. « Emmène-moi avec toi, Mathieu, » murmura-t-elle dans le silence. « S'il te plaît, je n'en peux plus. » La chambre semblait se refermer sur elle, les murs se rapprochaient, l'étouffant avec le poids de ses propres souvenirs. Cette nuit-là, l'épuisement physique et émotionnel la plongea dans un sommeil lourd, presque comateux. Et dans ce sommeil, Mathieu lui apparut. Ce n'était pas une image claire, plutôt une présence, une lumière chaude. Mais sa voix était distincte, celle qu'il avait juste avant de muer, jeune et pleine de certitude. « Maman, tu n'es pas seule, je suis toujours là. » Élodie, dans son rêve, pleurait. « Je ne peux pas continuer sans toi, mon chéri. Tout est fini. » La voix de Mathieu devint plus ferme, presque adulte. « Ma vie est terminée, mais la tienne continue. Tu dois la laisser continuer. Si tu sombres, tu m'entraînes traîne avec toi. Ta tristesse est une encre qui me retient. Tu dois me laisser partir. »« Te laisser partir ?» sanglota-t-elle. « Ça veut dire t'oublier. Jamais. Non, maman, pas m'oublier. Me laisser reposer en paix en vivant ta propre vie. Sois heureuse pour moi. L'amour que tu as pour moi, ne l'enterre pas avec toi. Donne-le. Quelqu'un en a besoin. Je vais t'aider. Je te promets que je vais t'aider. » Élodie se réveilla en larmes, le visage trempé, mais avec une étrange sensation de calme. Le rêve était si réel, si tangible. Les mots de Mathieu résonnaient en elle. « Je vais t'aider. » Le lendemain matin, le ciel de Lyon était bas et gris, crachant un crachin froid et persistant. D'habitude, elle aurait attendu un jour de soleil pour sa visite hebdomadaire au cimetière. Mais aujourd'hui, quelque chose la poussait à y aller. Les paroles de Mathieu dans son rêve. C'était absurde, mais elle avait l'impression d'avoir un rendez-vous. Elle enfila un imperméable, mais oublia son parapluie. Tant pis, la pluie ne pouvait pas la rendre plus triste qu'elle ne l'était déjà. Le bus était presque vide. Les quelques passagers la regardaient avec curiosité, cette femme au visage ravagé, qui fixait les gouttes d'eau glissées sur la vitre. Au cimetière de Loyasse, l'atmosphère était encore plus solennelle que d'habitude. Les allées de gravier étaient sombres et humides. Les anges de pierre semblaient pleurer pour de vrai. Le bruit de ses pas était le seul son, étouffé, qui troublait le silence. Elle arriva devant la tombe de Mathieu. La plaque de marbre était luisante sous la pluie. Elle posa sa main sur la photo, le visage souriant de son fils, si plein de vie. « Je t'écoute, mon chéri, je suis là, aide-moi, comme tu l'as promis, montre-moi le chemin. » Alors qu'elle se recueillait, la pluie redoubla d'intensité, la forçant à se retourner pour chercher un abri. C'est là qu'elle le vit. À quelques tombes de là, une petite silhouette était recroquevillée contre une stèle. D'abord, elle crut à un animal, un chien abandonné. Mais en s'approchant, elle distingua la forme d'un enfant. Un petit garçon en jeans et sweat à capuche, trempé jusqu'aux os, qui fixait une tombe sans bouger. Il ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Que faisait-il là, seul, par un temps pareil? La peur et l'inquiétude chassèrent sa propre peine. Elle s'avança doucement pour ne pas l'effrayer. « Bonjour, dit-elle d'une voix douce. » Le garçon sursauta et tourna vers elle un visage pâle, strié de pluie et de larmes. Ses grands yeux bleus étaient emplis d'une tristesse si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. C'était une tristesse d'adulte dans un visage d'enfant. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul, mon petit ?» demanda-t-elle, s'accroupissant à sa hauteur.
Le garçon ne répondit pas tout de suite, il la dévisagea avec une méfiance farouche. Puis, d'une petite voix rauque, il dit simplement « Je leur parle ». Il désigna la tombe devant lui. Élodie lut les noms gravés, un homme et une femme, morts la même année, bien trop jeunes. « C'étaient tes parents ?» demanda-t-elle, le cœur serré. Il hocha la tête. « Accident de voiture ». Les mots étaient plats, factuels, comme une leçon apprise par cœur. « Tu vas attraper froid, à rester comme ça sous la pluie. Tu n'as personne avec qui tu es venu ?» Il secoua la tête. « Je suis venu tout seul, je me suis enfui. »« Enfui d'où ?»« Du foyer, la Mex de Vèze. C'est nul là-bas, les grands, ils nous embêtent, ils veulent qu'on fasse des bêtises. Moi je veux pas, je préfère être ici, avec eux. » Son menton se mit à trembler, mais il ravala ses larmes. La détresse de ce petit être si digne dans son chagrin perça la carapace d'Élodie. Elle sentit une vague de protection, un instinct maternel qu'elle croyait mort et enterré, remonter à la surface. « On ne peut pas rester ici, » dit-elle fermement, mais avec douceur. « Viens, on va aller se mettre au chaud, on va boire un chocolat et après, on verra. » Elle lui tendit la main. Le garçon hésita, regardant sa main, puis son visage. Il devait y voir quelque chose de sincère, car après un instant, sa petite main glacée et mouillée se glissa dans la sienne. Le contact de sa peau d'enfant contre la sienne provoqua un choc électrique en Élodie. C'était la première fois depuis des années qu'elle touchait quelqu'un de cette manière, avec un geste de tendresse. Ensemble, ils quittèrent le cimetière, deux âmes esseulées, unies par le chagrin et la pluie. Elle le mena jusqu'à un petit café près des quais de Saône, un de ces vieux bistrots lyonnais où l'on se sent tout de suite à l'abri du monde. L'odeur de café chaud et de viennoiserie les enveloppa. Élodie commanda 2 chocolats chauds et des pains au chocolat. Elle le regarda réchauffer ses petites mains autour de la tasse fumante, le bout de son nez était tout rouge. « Je m'appelle Élodie, » dit-elle. « Et toi ?»« Léo, » répondit-il entre 2 gorgées de chocolat. Il semblait un peu plus détendu, la chaleur et la nourriture faisant leur effet. « Léo, je sais que tu ne veux pas retourner au foyer, mais je vais devoir te ramener, ils doivent être morts d'inquiétude. » Le visage de Léo se referma aussitôt. « Non, s'il vous plaît, non, je ne veux pas y retourner, je veux rester avec mes parents. »« Tes parents veilleront toujours sur toi, où que tu sois, » dit Élodie, choisissant ses mots avec soin. « Et ils ne voudraient certainement pas que tu tombes malade ou que tu aies des ennuis. Écoute, je te fais une promesse. Je vais te ramener, mais je vais parler aux éducateurs, et je viendrai te voir. Très souvent, d'accord ?» Léo la regarda, ses grands yeux sondant les siens, cherchant la faille, le mensonge. « Vous le promettez ? Vraiment ? » ?»« Je te le jure, » affirma Élodie. Et en prononçant ces mots, elle sentit un poids s'enlever de sa poitrine. Pour la première fois depuis une éternité, elle avait un but, une promesse à tenir. Le retour à la maison d'enfants fut tendu. Une éducatrice, l'air à la fois soulagé et sévère, les accueillit. « Léo, mais où étais-tu passé ? On a failli appeler la police. » Élodie expliqua calmement la situation, le cimetière, le besoin du garçon de se recueillir. Elle omit volontairement les accusations de Léo contre les autres enfants pour ne pas le faire passer pour un rapporteur. L'éducatrice l'écouta, son expression s'adoucissant. « C'est un garçon très sensible, il a du mal à s'adapter depuis son arrivée, merci de l'avoir ramené. » Alors que l'on emmenait Léo se changer, Élodie demanda à parler à la directrice. Une idée folle, insensée, avait germé dans son esprit, une idée qui lui paraissait à la fois terrifiante et absolument nécessaire. Dans le bureau de la directrice, elle exposa son projet, sa voix tremblant à peine. « Je voudrais entamer une procédure d'adoption pour Léo. » La directrice la regarda surprise. « Madame, vous comprenez que c'est un processus très long et complexe ? Il y a des conditions strictes, votre situation familiale, professionnelle. »« Je sais, » coupa Élodie, « mais je suis prête à tout faire. Ce petit garçon, j'ai l'impression que je le connais depuis toujours. » En sortant du foyer, Élodie se sentit transformée. Le désespoir qui l'habitait le matin même avait fait place à une détermination de fer, mais la réalité la rattrapa vite. Pour adopter, il fallait un emploi stable, un revenu suffisant, un logement adéquat. Elle n'avait rien de tout ça.
Elle était au chômage. Son appartement était un sanctuaire de deuil. Comment convaincre les services sociaux qu'elle était apte à élever un enfant? Le doute commença à s'insinuer. Était-ce une folie, une impulsion égoïste pour combler son propre vide? Elle rentra chez elle, et pour la première fois, elle vit son appartement non pas comme un cocon, mais comme une prison. Le silence n'était plus apaisant, il était oppressant. Elle regarda la chambre de Mathieu. Ce n'était plus un lieu de recueillement, mais une pièce vide qui attendait. Qui attendait Léo? Non, ce n'était pas une folie, c'était une mission. Les mots de Mathieu résonnèrent. « Je vais t'aider. » Le lendemain, alors qu'elle commençait à éplucher les annonces d'emploi sans grand espoir, son téléphone sonna, numéro masqué. Elle hésita, puis décrocha. « Allô, Élodie, c'est Monsieur Bernard, son ancien directeur. » Elle s'attendait à une question administrative concernant son licenciement. « Je vous dérange ?» continua-t-il. « Je voulais juste savoir si vous aviez déjà retrouvé quelque chose. »« Non, pas encore, je commence à peine à chercher, » répondit-elle surprise. « Eh bien, écoutez, j'ai moi-même quitté l'entreprise. Un ami a monté sa propre société dans le même secteur et il m'a proposé la direction commerciale. Je suis en train de monter mon équipe et j'ai tout de suite pensé à vous. Je connais vos compétences. Le salaire est bien meilleur et il y a de vraies perspectives. Ça vous dirait de nous rejoindre ?» Élodie resta sans voix. C'était trop beau pour être vrai. Une coïncidence si parfaite qu'elle en devenait suspecte. Elle regarda le portrait de Mathieu sur la cheminée. Un sourire, un signe. « Oui, » répondit-elle, sa voix soudainement assurée. « Oui, absolument, merci, merci infiniment. » Avec ce nouvel emploi, tout changea. Élodie retrouva une énergie qu'elle ne se connaissait plus. Elle se leva chaque matin avec un objectif. Elle se força à être souriante, professionnelle. Ses anciens réflexes de commerciale revinrent vite. Elle était douée et le succès lui redonna confiance. En parallèle, elle avança dans le lourd dossier d'adoption. Elle remplit des formulaires sans fin, obtint des certificats, passa des entretiens avec des psychologues et des assistants sociaux. Elle fit le grand ménage dans son appartement, rangeant avec soin les affaires de Mathieu dans des boîtes qu'elle entreposa proprement. Elle repeignit les murs de sa chambre d'un bleu clair et lumineux. Elle transformait le mausolée en foyer. Chaque week-end, elle rendait visite à Léo. Elle obtenait d'abord une autorisation de sortie pour l'après-midi, puis pour la journée entière. Ils se promenaient au parc de la Tête d'Or, allaient au cinéma, mangeaient des glaces sur les berges du Rhône. Leur complicité grandissait. Léo riait de plus en plus, et son rire était la plus belle musique qu'Élodie ait entendue depuis des années. Le premier week-end où elle fut autorisée à l'accueillir chez elle pour la nuit fut une étape cruciale. Léo, intimidé, découvrit l'appartement. Quand il entra dans sa future chambre, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est pour moi, toute seule ?»« Toute seule, » confirma Élodie en souriant. Il remarqua la photo de Mathieu sur la table de chevet. « C'est qui ?» demanda-t-il. Élodie s'assit sur le lit et lui raconta l'histoire de son fils, simplement, sans pathos. Léo l'écouta attentivement. « Il te manque beaucoup, » dit-il, plus comme une constatation qu'une question. « Oui, énormément. » Léo réfléchit un instant, puis dit « Mes parents aussi, ils me manquent. On pourra mettre une photo d'eux aussi ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Élodie. « Bien sûr, mon grand, on leur trouvera la plus belle place. » Ce soir-là, en le bordant, elle sentit qu'un lien indestructible se tissait entre eux. Elle n'était pas en train de remplacer Mathieu. Elle était en train d'apprendre à aimer à nouveau. Son cœur, qu'elle croyait mort, recommençait à battre. Les mois passèrent. Le dossier d'adoption suivait son cours favorablement. Les rapports des services sociaux étaient positifs. L'enquête à domicile s'était bien déroulée. Tout semblait enfin s'aligner. Élodie vivait sur un nuage d'espoir, planifiant déjà l'avenir. La rentrée de Léo en CE1, les vacances d'été, Noël. Elle se sentait revivre, renaître de ses cendres. Un mardi après-midi, alors qu'elle était au travail, elle reçut un appel de la directrice du foyer. Élodie s'attendait à une bonne nouvelle, la date finale du jugement, mais le ton de la directrice était grave, presque gêné. « Élodie, je suis désolée, il faut que je vous voie. Il y a eu un développement inattendu. » La peur lui glaça le sang.
Elle quitta son bureau en catastrophe et se précipita au foyer. Dans son bureau, la directrice ne tourna pas autour du pot. L'oncle de Léo s'est manifesté. Son oncle paternel, il vit à Grenoble. Il a appris tardivement la situation et il vient de déposer une demande officielle pour obtenir la garde. Le monde s'écroula une seconde fois sous les pieds d'Élodie. Un oncle? Léo ne lui en avait jamais parlé. Il pensait être seul au monde. Mais c'est impossible, bégaya-t-elle. J'ai presque terminé la procédure. Léo me considère. Je sais, la coupa doucement la directrice. Mais la loi est formelle. La famille de sang est toujours prioritaire. S'il présente les garanties nécessaires, il aura la garde. Vous n'êtes légalement qu'une tierce personne. Je suis sincèrement navrée. Élodie ne l'écoutait plus. Les mots « famille de sang »,« prioritaire »,« tierce personne » résonnaient dans sa tête comme un verdict. On allait lui arracher Léo. Après lui avoir redonné l'espoir, la vie lui reprenait tout. Elle sortit du bureau comme une automate, incapable de pleurer, incapable de penser. Elle erra dans les rues de Lyon sans but, le vent froid lui cinglant le visage. Pourquoi lui faire ça? C'était une cruauté insensée. Elle se laissa tomber sur un banc, le long des quais, le regard perdu dans les eaux sombres de la Saône, et enfin les larmes jaillirent, un torrent de rage et d'impuissance. « Madame, vous allez bien ?» Une voix d'homme, douce et inquiète, la tira de sa torpeur. Elle leva la tête. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait devant elle, un air sincèrement préoccupé sur le visage. Il lui tendait un paquet de mouchoirs en papier. Elle en prit un machinalement, essayant de reprendre contenance. « Ça va, merci, c'est juste une mauvaise nouvelle. »« Toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas des fins du monde, » dit-il avec un léger sourire. « Parfois, c'est juste le début d'autre chose. » La platitude de cette phrase aurait dû l'irriter, mais il y avait une telle bienveillance dans son regard qu'elle se sentit désarmée. « Vous ne connaissez pas mes mauvaises nouvelles, » répondit-elle d'une voix brisée. L'homme ne partit pas. Il s'assit à l'autre bout du banc, respectant une certaine distance. « Alors racontez-les-moi. Je suis un excellent auditeur, et je vous promets de ne pas vous juger. » Quelque chose dans sa présence calme et solide la poussa à parler. Elle lui déversa tout, le deuil de son fils, sa solitude, et puis Léo, l'espoir retrouvé, et ce coup de massue final, cet oncle sorti de nulle part qui allait tout détruire. Il l'écouta sans l'interrompre, son visage se faisant de plus en plus grave à mesure qu'elle parlait. Quand elle eut fini, un long silence s'installa. Puis il dit d'une voix changée, presque étranglée, « Cet enfant, Léo, il est au foyer de Vèze ?» Élodie hocha la tête, intriguée par sa question. L'homme passa une main sur son visage, l'air dévasté. « Mon Dieu, murmura-t-il, je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer. » Il se tourna vers elle, et elle vit une douleur immense dans ses yeux, une douleur qui faisait écho à la sienne. « Élodie, je m'appelle Antoine, je suis le frère du père de Léo, je suis cet oncle. » Élodie sentit le sol se dérober. C'était un cauchemar. L'homme qui venait de recueillir sa confession, son ennemi, son rival, était là, assis à côté d'elle. Elle voulut se lever, fuir, crier, mais ses membres refusaient de lui obéir. Elle était figée face à l'homme qui incarnait la destruction de son fragile bonheur. Antoine ne la quitta pas des yeux. « S'il vous plaît, ne partez pas. Laissez-moi vous expliquer. » Sa voix était suppliante. « Je n'ai pas abandonné Léo. Quand mon frère et sa femme sont morts, j'étais en plein milieu d'un divorce terrible. Ma femme, elle refusait tout. J'ai perdu mon logement, mon travail. J'ai vécu chez des amis pendant des mois. Je n'avais rien à offrir à un enfant. Rien. Je savais qu'il était en sécurité au foyer. Je me suis juré de le reprendre dès que je serais sur pied. Ça a pris presque un an pour reconstruire ma vie, trouver un appartement stable, un bon travail. Je viens juste de tout finaliser. Je voulais tout faire dans les règles. Je ne savais pas pour vous. Personne ne m'a parlé de vous. Je pensais qu'il était seul, qu'il m'attendait. » Ces explications étaient cohérentes, plausibles, mais Élodie ne voulait pas les entendre. Tout ce qu'elle entendait, c'est qu'il allait lui prendre Léo. « Et que comptez-vous faire maintenant » demanda-t-elle froidement. « Le déraciner,
L'emmener à Grenoble, loin de la seule personne qui s'est occupée de lui depuis un an? Non, dit-il vivement. Non, bien sûr que non. En vous écoutant, j'ai compris. J'ai compris à quel point vous êtes importante pour lui. Il m'a parlé d'une dame super gentille qui venait le voir, mais je n'avais pas mesuré. Je suis son oncle, son seul lien de sang, mais vous êtes peut-être déjà sa mère. Il avait prononcé le mot « mère » avec une sorte de respect craintif. Élodie sentit sa colère s'effriter, remplacée par une confusion douloureuse. Cet homme n'était pas un monstre, c'était juste quelqu'un qui aimait le même enfant qu'elle. Ils étaient deux naufragés s'accrochant à la même bouée de sauvetage. « Il n'y a qu'une seule chose à faire, » dit finalement Antoine. « On doit aller le voir, tous les deux. Et on doit lui demander ce que lui, il veut. Même s'il n'a pas l'âge légal pour décider, son bonheur doit passer avant nos droits et nos désirs. » Le lendemain, ils se retrouvèrent devant le foyer. Une alliance improbable, née de la douleur et de l'amour pour un petit garçon. Quand Léo entra dans le parloir et les vit tous les deux, côte à côte, son visage s'illumina d'une joie pure. « Tati Élodie, tonton Antoine, vous êtes venus ensemble. » Il courut vers eux et, dans un geste d'une sagesse enfantine, il leur prit la main à chacun, les reliant. Assis tous les trois dans la petite salle, l'ambiance devint plus grave. Élodie commença, sa voix douce mais chargée d'émotion. « Léo, mon chéri, on est venu te parler parce qu'on t'aime tous les deux très fort, mais tu ne peux pas vivre dans deux maisons en même temps. Il faut que tu nous dises avec qui tu préférerais vivre. » Les yeux de Léo s'agrandirent, et la joie fit place à la panique. Il les regarda l'un après l'autre, son petit visage se crispant. « Choisir? Mais je ne peux pas, je vous veux tous les deux. » Des larmes se mirent à couler sur ses joues. « Ne me demandez pas de choisir, s'il vous plaît. » Le cœur d'Élodie et d'Antoine se brisa en voyant sa détresse. Ils avaient cru bien faire, mais ils mettaient un fardeau impossible sur ses petites épaules. C'est alors qu'Antoine, dans un élan du cœur, eut une idée aussi folle que géniale. Il s'accroupit devant Léo. « D'accord, bonhomme, on ne choisit pas. Et si on ne choisissait pas du tout ?» Il se tourna vers Élodie. « De toute façon, je comptais chercher du travail à Lyon pour me rapprocher de lui. Mon appartement à Grenoble, votre appartement ici. Et si on vendait tout? Et si on achetait un grand appartement, tous ensemble, pour qu'on soit une famille, une vraie famille, toi, moi et Léo ?» Élodie le regarda stupéfaite. C'était insensé, ils se connaissaient à peine, mais en voyant le visage de Léo, qui s'était illuminé d'un espoir incroyable, elle sut que c'était la seule bonne réponse. « Une famille ?» répéta Léo, des étoiles dans les yeux. « Pour de vrai? Tous les trois ?» Cette idée folle, née d'un moment de désespoir, mit du temps à se concrétiser. Il y eut des doutes, des hésitations. C'était un pari sur l'avenir, un saut dans l'inconnu, mais l'amour qu'ils portaient à Léo fut leur guide. Officiellement, ce fut Élodie qui adopta Léo. Antoine, en tant qu'oncle, obtint un droit de visite et d'hébergement permanent. Ils vendirent leurs appartements respectifs. Antoine trouva un excellent poste à Lyon, et ensemble ils achetèrent un grand 4 pièces lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, avec une vue sur toute la ville. Ils apprirent à se connaître, à s'apprivoiser. Élodie découvrit en Antoine un homme bon, patient et drôle. Antoine vit en Élodie une femme d'une force et d'une résilience incroyables. Lentement, prudemment, l'affection qu'ils partageaient pour Léo se transforma en une affection profonde l'un pour l'autre. Un an plus tard, ils se marièrent, simplement, entourés de quelques amis. Léo était leur témoin, rayonnant dans son petit costume. 2 années s'écoulèrent, des années de vie normale, de devoirs, de fous rires, de vacances à la mer et de week-ends à la campagne, des années de guérison. L'appartement n'était plus un mausolée ou un simple refuge, c'était un foyer vibrant de vie. Élodie n'avait pas oublié Mathieu. Il faisait partie d'elle, de leur histoire. Mais son souvenir n'était plus une douleur aiguë, c'était une présence douce, un amour qui avait trouvé le moyen de continuer à grandir, à travers Léo, à travers Antoine. Elle avait compris que l'amour ne se divise pas, il se multiplie. Pour ses 45 ans, Antoine et Léo lui organisèrent une fête surprise. Le plus beau des cadeaux ne fut ni le collier offert par son mari,
ni le gâteau au chocolat, mais la petite carte que Léo lui tendit, le visage rouge de timidité. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, dessiné avec des feutres de toutes les couleurs, il y avait un portrait d'eux trois, se tenant la main. Et en dessous, écrit avec son écriture d'enfant appliquée, il y avait 4 mots qu'elle n'avait jamais osé espérer. Joyeux anniversaire, maman. Le mot maman, il l'avait écrit, pour la première fois. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de joie pure, une joie si intense qu'elle crut que son cœur allait éclater. Elle serra Léo si fort dans ses bras qu'il en laissa échapper un petit couinement de protestation. « Je t'aime aussi, mon fils », murmura-t-elle à son oreille. Plus tard dans la soirée, quand tout fut calme, elle prit la petite carte et la posa sur l'étagère du salon. Elle la plaça juste à côté d'une autre carte, celle qu'elle avait trouvée dans la chambre de Mathieu, celle qui disait « Maman, je t'aime ». Les 2 cartes côte à côte, le passé et le présent. L'amour qui avait été et l'amour qui était né de ses cendres. Elle regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. Elle sourit. Elle était enfin en paix. Son fils, son Mathieu, lui avait promis de l'aider. Et il avait tenu sa promesse de la plus belle des manières. Ainsi le cercle du chagrin fut brisé par la plus inattendue des rencontres. Élodie, Antoine et Léo ont prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais avant tout une question de cœur. Ils ont construit leur bonheur sur les ruines de leur peine, transformant la perte en une nouvelle forme d'amour, plus forte et plus précieuse encore. Leur histoire est un rappel puissant que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever, et que la vie, obstinément, trouve toujours un chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous soutenir et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et vous, croyez-vous que le destin puisse nous tendre la main de la manière la plus inattendue? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, nous avons hâte de vous lire.